Bonjour, cartographie des métiers concernés par l'IA dans les collectivités. En effet, des étudiants de l'INET ont fait une étude que moi je trouve très intéressante sur la cartographie des métiers concernés par l'IA dans le monde territorial. Et j'ai interrogé pour vous, avec vous, Monsieur Demour, qui avec d'autres étudiants ont fait cette étude, cet outil de cartographie des métiers concernés par l'intelligence artificielle dans les collectivités. C'est une chose qu'il a coordonnée. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Et bien, toute une série de questions pour vous. D'abord, quels sont les constats de votre étude? Alors le premier enseignement qu'on a constaté collectivement, donc avec le groupe d'élèves de l'INET, Laurine Aubert, Cyril Félicien, Miralieva, c'est que l'intelligence artificielle est déjà présente dans les collectivités. Il y a déjà des métiers, notamment les métiers juridiques, qui utilisent des outils comme LexisNexis ou encore les pôles communication avec Photoshop, qui utilisent l'IA au quotidien. Mais surtout, comme pour le reste de la société et le monde du privé, il y a des agents qui commencent à utiliser les IA génératives comme ChatGPT au quotidien pour effectuer certaines de leurs tâches. Et donc la cartographie qu'on a pu concevoir dans le cadre de ce projet a plusieurs enseignements qui nous viennent notamment de l'Organisation mondiale du travail. Elle donne les capacités maximales d'une IA générative, en l'occurrence il s'agit ici de GPT-4, pour les métiers d'une collectivité. Donc ce n'est pas une photographie des usages réels ou actuels ou futurs de l'IA dans les collectivités, mais une borne maximale des capacités d'une IA générative. Et au-delà de ces constats, quels en sont les enseignements? Les principaux enseignements sont que ce sont les métiers de bureau qui seront les plus transformés par l'arrivée de l'IA générative dans nos collectivités. En effet, elles ont des tâches qui peuvent être effectuées donc toutes ou en partie par une IA générative, car une IA générative a une capacité à effectuer des tâches cognitives, parfois complexes, ce que n'est pas le cas pour des métiers plus de terrain où il y aura toujours besoin d'une intervention humaine. En outre, notre travail de cartographie permet de montrer que ce sont davantage les catégories A et les catégories B qui sont concernées par l'IA générative. En revanche, parmi les catégories C, il y a le plus de métiers qui sont très concernés par l'IA générative. C'est notamment, par exemple, les assistants de gestion ou les agents d'accueil, où il y a un nombre très important de leurs tâches, jusqu'à 80%, qui peuvent être effectuées par une IA générative. Deuxième enseignement, les filières administratives et culturelles aussi sont nettement plus concernées que les filières techniques, sociales et médico-sociales. Et troisième enseignement, au vu de la féminisation des métiers et des filières qu'on vient d'évoquer, les femmes sont plus exposées à l'arrivée de l'IA générative dans les collectivités. Oui, donc en effet considérable, mais contrasté. En effet, l'IA générative va avoir un impact dans les collectivités qui commence déjà à prendre place. Et donc, la question va être de savoir comment anticiper ces changements et adapter nos organisations et les métiers à ce nouvel outil. Et quelles devraient être les phases de ces révolutions et de nos adaptations? Alors, cette question, l'arrivée de l'IA dans les collectivités pose un certain nombre de questions dont je ne suis évidemment pas l'expert, mais puisque comme dans tout changement, il y a une dose d'incertitude, on est vraiment dans la projection à ce stade. Mais s'il devait y avoir des phases, je pense en identifier trois. La première phase, et on est en plein dedans aujourd'hui, c'est la phase d'un usage diffus par certains agents dans les collectivités. Donc, ce sont des initiatives personnelles. C'est tel agent qui utilise ChatGPT pour effectuer telle tâche. Et donc, il y a un changement dans la façon dont le travail est fait, mais ça ne modifie pas la fiche de poste, si vous voyez là où je veux en venir. Oui. Ensuite, en deuxième phase, il y a un usage expérimental qui pourrait être institutionnalisé par une collectivité ou par l'État. C'est ce qui est actuellement fait par l'État au sein des maisons France Service avec l'IA générative Albert. Et donc là, il y a une réflexion de nouveau sur la façon d'organiser le travail avec cet nouvel outil, sur la façon dont cet outil peut amener un réel plus pour les services publics et pour l'usager.
Ensuite, il pourrait y avoir une troisième phase qui serait une phase de généralisation de certaines IA avec une vraie intégration dans les processus de travail et dans les fiches de poste. Mais ce serait pour des tâches spécifiquement délimitées avec une finalité précise, puisque l'outil en tant que tel l'outil pour l'outil n'apporte rien. L'outil doit arriver à une finalité qui soit au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des agents ou au niveau de l'amélioration ou de l'efficacité du service public, améliorer le service rendu aux usagers. Et donc, c'est au cours de cette troisième tâche qu'il pourrait y avoir, en effet, des changements dans l'organisation du travail et des changements au niveau de la structure des collectivités. Bon, chacun, c'est un peu une évidence, s'attend à un décalage entre la vitesse de la transformation et celle de nos adaptations. Ok, ça c'est un truisme. Mais comment tenir compte des étapes de la révolution technologique qui va avoir ses propres phases de révolution pour tenir compte de nos propres adaptations? Alors oui, en effet, il y a un décalage entre les progrès technologiques et puis la capacité de l'humain et de nos organisations d'intégrer ces changements technologiques. Et selon moi, c'est souhaitable. C'est-à-dire que pour ce qui s'agit de nos organisations, de notre conception du service public, la machine ne doit pas nous dicter le tempo. C'est à l'élu, c'est aux politiques, c'est aux dirigeants de décider comment intégrer une technologie pour qu'elle serve une finalité précise qui soit au service des agents ou alors du public. Par exemple, il y a des choix à faire. Je vous disais un petit peu plus tôt que les métiers d'agent d'accueil, en effet, sont ceux parmi lesquels il y a le plus de tâches qui peuvent être effectuées par une IA générative. Pourtant, il peut ne pas être souhaitable qu'une IA générative réponde directement à l'usager. Et certains élus feront sans doute ces choix à l'avenir. Et d'un point de vue plus concret, comment faire évoluer nos bonnes pratiques, là, tout de suite, à bref délai, quand on est cadre public, notamment, comme vous, cadre territorial? Alors, du point de vue des cadres territoriaux et des collectivités, la première étape à mettre en œuvre pour ce qui s'agit de l'IA générative est la sensibilisation. Les IA génératives ont des biais. Ils ont des biais liés à leur base de données. Ils ont des biais donc, qui peuvent être idéologiques. Ils posent aussi des questions d'éthique dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise une IA générative, est-ce qu'il faut que j'en parle à mon supérieur? Est-ce qu'il faut que je lui dise que ma note est construite en partie par l'IA générative? C'est une vraie question. Ils posent aussi des questions écologiques. Une requête sur ChatGPT, par exemple, consomme l'équivalent d'un verre d'eau. Et ça pose aussi des questions liées à la conception du service public par les élus. En effet, est-ce que le service public doit être rendu par une intelligence artificielle? Donc, ces questions-là doivent être exposées à vos agents, à vos équipes, notamment à la ville de Lyon. Dans le cadre de ce projet collectif, nous avons pu mettre en œuvre une première séquence de sensibilisation à travers un jeu sérieux où des agents de la collectivité ont endossé un rôle qui n'est pas le leur pour débattre des questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, notamment de vos études, avez-vous réussi à dépasser le stress inhérent à chacun de nous, à ce sujet, pour rendre vos interlocuteurs proactifs face à cette évolution? Parce que c'est vrai que le risque face à ceci d'abandon, de repli vers le fatalisme, n'est pas à négliger. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et de ce point de vue-là, le jeu sérieux est très adapté, car on ne joue pas son rôle, mais un autre rôle. En l'occurrence, on était chacun avait un rôle, représentait un groupe de population dans une ville. Il y avait les seniors, il y avait les jeunes, il y avait les commerçants. Et chaque personne endossait un rôle et des positions qui n'étaient pas les leurs. Par exemple, les seniors allaient être moins enclins à l'utilisation de l'IA générative ou une IA spécifique. Et puis les jeunes auraient plus de facilité à s'y adosser. Et de ce point de vue-là, grâce en effet à ce jeu de rôle, on arrive à dépasser les peurs de chacun pour arriver au vrai débat, aux vrais avantages et aux vrais inconvénients. Parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison, maître, l'IA générative n'est pas une fatalité, elle peut nous apporter des choses, elle va nous apporter des choses et c'est un vrai gain pour les collectivités en termes de productivité, mais il faut avoir en tête toutes ces questions-là. Ça nous conduit directement à une autre question, c'est avec quelle formation? Il y a certains agents qui vont pouvoir utiliser dans leur pratique professionnelle de l'IA générative pour mieux effectuer leurs tâches, pour rendre des services publics différemment
et ces agents-là, il va falloir les former. De ce point de vue-là, des formations sont en train d'être mises en œuvre. De ce point de vue, et Maître, je vous invite à vous rapprocher du CNFPT pour voir quelles étapes, quelles formations ils sont en train de lancer pour répondre aux demandes qui sont déjà nombreuses des collectivités. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Allez, à bientôt, merci, au revoir.